Donc après avoir vu dans le grand A les sources d'approvisionnement d'eau douce pour l'homme, nous allons voir maintenant comment dans le grand B, eh bien, l'eau est-elle polluée, quelles sont les sources de pollution, et ensuite, bien sûr, comment l'eau arrive-t-elle à s'auto-épurer. Nous verrons en fait dans le grand C comment l'homme va aider l'eau à être épurée afin de la rendre potable. Donc grand B d'abord, la pollution et l'auto-épuration des eaux. Donc je répète, auto-épuration des eaux signifie que l'eau a un pouvoir par elle-même d'épuration, c'est-à-dire d'arriver à enlever certaines substances, que ce soit chimiques ou biologiques, qui lui sont néfastes. Donc c'est ce que nous allons traiter dans ce grand B. Il existe donc, tout d'abord, la première chose à dire concernant la pollution, c'est qu'il existe deux grands types de pollution, les pollutions chimiques et les pollutions biologiques. Et la problématique de ce grand B sera quelles sont leurs actions sur les différents types d'eau. Alors leurs actions, c'est bien sûr l'action des deux grands types de pollution et sur les différents types d'eau. Et ces pollutions sont-elles irrémédiables en somme? Est-ce qu'une fois qu'une eau est polluée, on ne peut pas arriver à retirer cette pollution? Et si oui, dans quelles limites? Donc nous allons d'abord étudier le premier type de pollution, la pollution chimique. Pour cela, il fallait répondre aux questions de la page 183. Tout d'abord, la première question, dont voici la réponse. On demandait dans cette question, donc les documents portés sur un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation, vous demandez donc d'en donner une définition. Alors c'est quoi l'eutrophisation? C'est l'enrichissement des eaux de surface en substances nutritives telles que l'azote ou le phosphore, ce qui provoque un déséquilibre écologique. Et les causes de l'eutrophisation sont les suivantes. Il y a le lessivage des sols agricoles, c'est-à-dire lorsque un sol agricole, il y a des pluies ou des arrosages, eh bien cela provoque l'entraînement des particules sur le sol plus en profondeur, c'est ça qu'on appelle le lessivage des sols agricoles. Il y a également le manque de couverture végétale. Évidemment, si jamais il n'y a pas assez de végétaux, eh bien les végétaux qui ont tendance à retenir des particules en les absorbant par leurs racines, eh bien s'il n'y a pas de végétaux, eh bien ils ne peuvent pas retenir ces particules. D'accord? Conséquence, eh bien ça va partir dans l'eau. Et également la destruction des haies dans le même registre d'idées. Ça c'était par rapport bien sûr aux documents. Quelles sont les conséquences de l'eutrophisation? Eh bien, il va y avoir, lorsque des substances nutritives vont dans les eaux de surface, eh bien, les végétaux vont s'y développer fortement. S'il y a une forte prolifération des végétaux, eh bien, il va y avoir une sorte de couche opaque à la surface de l'eau, et la lumière ne peut plus passer dans l'eau. Donc elle ne peut plus aller plus en profondeur, puisqu'elle est stoppée par une barrière en surface de végétaux. Si jamais il n'y a plus d'eau qui pénètre plus en profondeur, eh bien il n'y a plus de possibilité de photosynthèse des végétaux qui sont dans l'eau. Et ainsi, s'il n'y a plus de photosynthèse, à plus ou moins long terme, eh bien il y a une chute de la teneur en dioxygène qui est dissous dans l'eau. Et s'il y a moins de dioxygène dissous dans l'eau, eh bien les poissons ou les animaux aquatiques n'ont plus de dioxygène, ce qui entraîne une disparition de nombreuses espèces d'animaux. La question de la page 183 maintenant. On vous demandait donc de voir d'où provient les réserves d'eau en France et le lien avec la pollution de ces nappes. Donc, on constatait que dans de nombreuses régions françaises, l'eau du robinet provient de nappes phréatiques qui peuvent être polluées par les nitrates qui sont répandus dans les champs, tels que le montrent les cartes A et B de la page 183. En effet, donc au niveau des zones des champs où il y a donc de l'agriculture, eh bien, les nitrates sont entraînés par les eaux de ruissellement et d'infiltration qui alimentent les nappes. Donc les eaux, enfin il y a une agriculture, il pleut, il y a de l'arrosage, et bien cela entraîne donc les particules de type nitrate plus en profondeur sur les eaux de surface, en profondeur dans les nappes, et donc ces nappes sont alimentées par des eaux qui sont chargées en nitrate. Maintenant, la question 3 de la page 183. Alors, une eau devient impropre à la consommation. On demandait à quel moment, quels étaient les critères pour déterminer si une eau est propre à la consommation ou elle ne l'est pas par rapport à la concentration de nitrate.
eh bien, il suffisait de lire le document, enfin les documents proposés, une eau devient impropre à la consommation dès que le taux de nitrate est supérieur à la norme européenne qui a été fixée à 50 mg par litre. Cependant, il est à noter que pour les nourrissons, le taux est abaissé à 25 mg par litre. De plus, on peut constater que de nombreuses régions du nord et de l'ouest de la France ont des nappes phréatiques qui sont très polluées, puisque les teneurs en nitrate dépassent largement la norme européenne de 50 mg par litre. Donc en somme, elles ne sont plus propres à la consommation à cause d'un taux de nitrate trop important. La seule solution à ce problème, eh bien, c'est tout simplement d'arrêter, voire ou de réduire, mais énormément, les épandages d'engrais azotés. Alors les engrais azotés, c'est des engrais qui contiennent l'azote, et parmi les molécules azotées, il y a ces nitrates. De plus, il faut savoir une chose, même si on venait à arrêter maintenant l'épandage d'engrais azotés, eh bien les résultats ne seront pas pour tout de suite. Il faut un certain nombre d'années pour voir que le taux de nitrate dans l'eau commence à chuter et à retrouver donc des taux de nitrate correspondant aux normes européennes fixées, c'est-à-dire en dessous de 50 mg par litre.